Alors la troisième présentation, elle s'en vient tout de suite, et qui va parler de développement professionnel. Duquel de développement professionnel? Du vôtre à vous, entraîneur. Tantôt, vous avez pu voir mes talents de graphiste. Je ne suis pas peu fier. Il faut quand même que je vous dise, une petite confidence, que quand on fait une présentation comme celle-ci, il y a le contenu à délivrer qui est important, la manière dont on va le délivrer est peut-être au moins aussi important, je pense, et le support visuel, alors on passe du temps quand même à faire des présentations PowerPoint, et notamment les visuels. Alors là, je me dis, ok, développement professionnel des entraîneurs, je vais chercher une bonne image là, qui va parler au monde et tout. Puis là, je cherche, et puis j'avais pas grand-chose. Et des nageurs, des piscines, des nageurs. Je dis, belle photo d'entraîneur. J'ai trouvé celle-ci, là, que je la trouve vraiment belle. Faut dire ce qu'il y a, on est beau, on est fringant et tout. Mais je me dis, non, je vais pas mettre celle-là et tout. C'est un peu... en plus, je suis sur la photo, c'est un peu égocentrique. La raison pour laquelle j'ai choisi celle-ci, là, il faut que je vous dise, c'est parce qu'on est entre nous, c'est la confidence. C'est parce qu'autrement, j'aurais eu une remarque. Ouais, t'as parlé encore de tes chums de camo. Ouais, rien sur nous. Ouais. Alors en faisant ça, je m'achète un petit 15 jours de trêve peut-être. 3 semaines si tout va bien. Est-ce que tu me l'accordes celle-là ou pas? Ouais? C'est bon. Alors, ça aurait pu être celle-là, mais alors en fouillant quand même, j'en ai vu une autre. Excusez, c'est un petit peu le hors-sujet, mais quand même, il faut que je vous dise. Alors, j'ai trouvé celle-là que j'ai trouvé fantastique. Et je me dis, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on se forme aujourd'hui. 2022, c'est sur Zoom que ça se passe, les PNCE. Et là, en regardant, je fais merde. Oh, il y en a un, il prend sa job bien trop au sérieux. Là, il est sur le point de mourir asphyxié quand même, Guy. Guy, moi j'aimerais une bonne main d'applaudissements pour Guy, qui risque quand même, là, qui met sa vie en péril pour former des jeunes entraîneurs. Et même Marc, il a peur. Marc Daou, t'es inquiet toi aussi de voir la santé de Guy aussi mise à mal. Alors en tout cas, je me dis, non, ok, ce ne sera pas celle-ci. Vu que je suis graphiste dans l'âme, je me dis, ok, là je vais faire tac-tac, parler mes talents. Voici finalement l'image qui illustre le PowerPoint. C'est tout simplement notre volonté, comme je vous l'ai dit tantôt, notre volonté de casser la baraque et d'être numéro 1 au Québec dans le développement professionnel des entraîneurs. Et puis ça me fait plaisir de vous partager ça. Et puis je ne serai pas tout seul pour partager. Tout à l'heure, je laisserai la parole à Monsieur François Rodrigue, coach Frank, que vous connaissez peut-être, et qui va pouvoir apporter un petit complément et donner un petit peu de poids à cette présentation. Avant toute chose, dans l'état des lieux, pourquoi c'est important? Tout à l'heure, Bruno a posé une question, savoir, ok, là on a un beau programme qui s'en vient, mais comment on va le délivrer? Comment on va pouvoir se former? Comment les gens vont être compétents pour délivrer ça? Le PNCE, ce n'est pas la solution miracle, d'autant plus si on l'a déjà fait, on ne va pas le faire une deuxième fois, le même PNCE. Donc aujourd'hui, on se forme avec du PNCE, avec du mentorat, un congrès annuel, des conférences Zoom, avec tout un tas de littérature, des petites études scientifiques, des sites internet, des livres, etc. Celle qu'on préfère, c'est peut-être celle qu'on va faire ce soir, une discussion avec une bière dans laquelle on refait le monde et puis paf, paf, les idées punch. Mais comme on dit, c'est ça qui est ça. Alors, est-ce qu'en 2022, on est dû pour autre chose? En tout cas, on s'est posé la question. Pourquoi restructurer notre développement professionnel? La première, c'est la nécessité de rendre nos entraîneurs, c'est même pas meilleurs, c'est dit, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, et puis vraiment on y tient, et puis on y arrivera. On ne veut pas qu'ils soient meilleurs, on veut qu'ils soient les meilleurs, point. Le besoin de professionnaliser ce domaine, c'est important. Si on veut, si le mandat est aussi important, si l'objectif est aussi ambitieux, il faut qu'on soit pro dans notre développement. Le besoin de se mettre au goût du jour, et puis Frank en parlera. La mission donnée aux fédérations, le ministère, qui demande à chaque fédération de prendre en charge le développement professionnel des entraîneurs. L'envie
qu'on a, mais ça c'est une histoire de sensibilité aussi, c'est un petit dossier que j'affectionne particulièrement, que j'affectionnais lorsque j'étais entraîneur et qui a fait partie de moult discussions avec certains d'entre vous sur dans un monde idéal, si on avait l'opportunité, voici ce qu'on pourrait faire en termes de développement professionnel. Le momentum, pourquoi c'est maintenant, s'il y a un moment qui est propice sur lequel se pencher sur le développement professionnel, c'est maintenant, puis on va en parler un petit peu après. Et puis, les ressources québécoises. Et puis, dans les ressources québécoises, je ne vais pas dire qu'on a l'embarras du choix, parce que je ne sais pas si en termes de nombre, c'est comme ça qu'on se distingue. Par contre, en termes de qualité, c'est clairement là où le Québec est très, très fort et où je pense qu'on a des ressources, on a des têtes pensantes qui font figure de leaders vraiment au monde, dans cette question-là du développement professionnel des entraîneurs. Quand on dit 1 + 1 + 1, c'est maintenant que ça se passe. Alors, autant pour parler des stades de développement, de l'entraîneur innovateur ou des situations d'apprentissage, je laisserai la parole à Monsieur François Rodrigue, Coach Frank, qui va se présenter. Est-ce que veux-tu que je te présente ou... Je ne suis pas tellement imbu de moi-même. Je veux dire, mon CV, on a chacun le nôtre. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Là, pour moi, la formule, avoir un micro et avoir un clicker de l'autre côté, ça va être un apprentissage. Mais I guess que si je parle de développement professionnel, si j'étudie les théories d'apprentissage, je devrais prêcher pour ma paroisse. Donc, je vais essayer de faire le mieux que je peux pour ça. Excusez si j'ai l'air awkward, j'ai l'impression que j'ai l'air d'un cowboy. Puis de faire tout ça comme ça. Donc, Nico, merci beaucoup. Merci tout le monde de m'accueillir avec vous. Probablement que mon visage ne vous est pas familier. Vous ne m'avez jamais vu dans une piscine. J'ai de la misère à faire 200 mètres de façon continue. Pour moi, de l'aquaforme, c'est pas mal ce que je suis capable de faire un samedi soir ou un vendredi soir dans une piscine des amis. Donc, si vous me jugez sur mes talents de nageur, je n'aurai clairement pas la note de passage. Ou probablement que je vais faire 30 secondes au 100 mètres, puis je ne pourrais même pas vous dire si c'est un bon temps. Trêve de plaisanterie. Merci beaucoup, Nico, sincèrement. Merci beaucoup, Francis, de m'accueillir. Je suis vraiment excité à toutes les fois que j'ai la chance de venir parler à des entraîneurs parce que j'en étais un à l'époque. Puis, je me suis promené à travers les années. Tu connais des gens dans différentes professions, comme je suis d'entre vous. Puis, s'il y a une job dans laquelle il y a du monde passionné, dévoués, qui en mettent des heures, puis dans votre cas, à des heures complètement folles, que j'ai seulement retrouvé dans ma patrie natale de la Beauce avec les fermiers, parce que oui, j'ai de la famille qui vit sur une ferme. Puis là, je parle à certains coachs de natation, puis les horaires d'un coach de natation avec les horaires d'un fermier, je vois beaucoup de similarités, parce que 5h, 5h30 du matin, 5h45 dans la piscine, peut-être pas comme coach, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour vrai, vous avez tout mon respect là-dessus. Je suis vraiment content d'être ici. J'espère que vous le sentez. C'est très sincère. Quand Francis m'a demandé de venir parler un petit peu de ce que je fais, de ma recherche, de mes travaux, j'ai dit oui. Moi, parler avec des coachs, puis être sur le terrain, puis en plus, il y a un petit breuvage alcoolisé par la suite, certainement que ça me fait plaisir de le faire. Ceci étant dit, mon intervention va être en 2 volets. Et la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça va être réflectif. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions et ça ne sera pas un monologue de 3 heures. Comme oui, j'ai un doctorat, c'est écrit sur la diapositive, vous pouvez le voir en avant, mais si vous êtes ici pour écouter un professeur universitaire qui va vous popper 300 slides en 30 minutes, ça ne sera pas ça qui va se passer. Deuxième chose, si vous êtes peut-être plus de la nouvelle génération, vous avez de la misère avec votre attention. Là, je ne sais pas comment ça va sortir avec le fil puis le clicker d'un côté, mais généralement, je me promène quand je parle. Fait que ça se peut que vous me regardiez, vous allez déconnecter peut-être pendant 3 secondes, puis finalement, je vais être rendu en arrière à gauche. Donc ça, juste vous avertir, j'ai essayé de faire académique et professeur universitaire, puis ça ne fonctionne pas. Autre chose aussi, comme je l'ai dit, j'ai aucune expérience en natation, donc si vous êtes ici pour entendre l'opinion de quelqu'un qui a 50 ans de natation, vous pouvez vraiment clairement voir que je n'ai pas 50 ans, je ne suis même pas encore capable de faire pousser une barbe, donc si vous êtes ici pour ça, ce ne sera pas à la bonne place. Par contre, la chose que je peux vous offrir ou que je pense que je peux amener à la table, peut-être que c'est pour ça que Nico et Francis m'ont invité, c'est que j'ai été un coach à un niveau quand même respectable jusqu'à un certain point, mais surtout, j'ai fait mon PhD sur le développement professionnel des entraîneurs. Et ce que je fais depuis, je vais dire 2017 à
à temps plein, 2018 vraiment, c'est d'accompagner des coachs de haut niveau dans leur perfectionnement professionnel pour les aider à être meilleurs dans leur travail, que ce soit dans le rugby, dans le hockey, patinage artistique, plus le cheminement professionnel, donc les sports traditionnels qu'on entend peut-être plus à la télé, exemple football, hockey, ou ça peut être dans les sports amateurs comme le patinage artistique et tout récemment un peu plus dans le niveau de la natation. Donc ça, c'est plus pour un peu ce que je pense que je peux apporter. Puis je pense qu'ensemble, pour moi, ça peut faire une belle perspective. Parce que une des choses que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des perspectives pré-académiques. Pré-académiques, c'est ce que je pense essayer de faire vivre, ou du moins donner un sens à ce terme-là, c'est quand on a de la pratique avec la théorie. Parce que si on arrive avec juste la théorie sur l'apprentissage, mais qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, ça ne marche pas. Mais si en même temps, on est sur le terrain, mais qu'on ne s'informe pas de la science, bien, je pense qu'on manque une belle valeur ajoutée. Et pour moi, les opinions scientifiques font beaucoup de sens quand on rentre du pré-académique, c'est-à-dire qu'on prend l'expertise de terrain que vous avez, et en fait, je devrais dire de l'expertise de piscine. Vous allez me permettre les analogies, j'espère, ou les lapsus plutôt. Et puis, on amène de la science là-dedans. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça va être ça un peu le vibe. Okay? Si, je ne sais pas si c'est traditionnel dans le milieu de la natation ou quand vous voyez des gens avec un PhD arriver, mais c'est mon cas. Puis, j'espère que vous allez avoir des questions. Je vais rester après la conférence ou la discussion plutôt, et ça va me faire plaisir. J'adore ça, débattre des différents points, débattre des différents angles. Donc, si vous avez des questions, on peut en parler en direct. Gênez-vous pas à lever la main. Ça va être beaucoup plus confortable pour moi parce que le format conversationnel, plutôt que lecture ou cours universitaire très sérieux, ça concorde plus un peu avec ma personnalité. Ça vous va? Good? Right? Ça ne devrait pas être trop pire. Puis en plus, Nico, il va pouvoir couper ça entre-temps. Donc, ce que je vais faire, en utilisant un peu mon background, c'est justement de vous parler du développement des entraîneurs. Mais là, je vous ai dit que ça allait être réflectif, que j'allais vous poser des questions, que j'allais vous faire interagir. On ne va pas se promener nécessairement comme dans une formation du PNCE, mais j'ai une question pour vous. La première, c'est à quel point est-ce que vous êtes des apprenants? Donc, individuellement, sur une échelle de 1 à 7, à quel point est-ce que vous êtes un apprenant ou une apprenante en ce moment? 1, ça veut dire, je lis absolument rien, je ne consomme pas de vidéos, je ne me pose pas de questions, j'écris rien, je ne parle pas de mon coaching avec d'autres coachs. Probablement que si vous êtes ici, vous n'êtes probablement pas à 1. Parce que de 1, c'est une des choses qui me rend heureux d'être ici aujourd'hui, c'est que vous prenez votre vendredi, peut-être même votre fin de semaine pour vous développer. Fait que moi, je sais que vous êtes minimalement apprenant parce que ce n'est pas tous les coachs. Vous auriez pu trouver 1000 excuses pour ne pas venir ici. Fait que ça, 1, je vous lève mon chapeau. Et je reviens à ma question d'origine. Un 7, ça veut dire vous lisez du stock en masse, vous consommez des vidéos en masse, vous posez beaucoup de questions, vous interagissez avec d'autres personnes dans votre sport et en dehors de votre sport pour améliorer votre coaching. À quel point est-ce que vous êtes un apprenant sur une échelle de 1 à 7? Qui ici se juge être un 4? Je donne juste l'exemple. À main levée. Qui ici juge être un 4? OK, on a 2, 3 personnes. Parfait. Qui juge ici être un 5? OK, intéressant. OK. Qui juge ici être un 6 sur 7? OK. Qui juge ici être un 7 sur 7? OK. Hey! Il y a des coachs confiants, puis c'est correct. Moi, j'ai toujours pour m'en dire, on ne suit pas des leaders qui ne sont pas confiants. Il faut avoir un minimum de confiance pour que les gens nous suivent. Mais on va voir. On va faire un test. On va regarder avec le modèle de développement des entraîneurs après si c'est vraiment à 7 sur 7. Je sens qu'il y a une petite blague, une plaisanterie à travers tout ça, mais on va regarder. Mais c'est important de se poser la question. Puis d'ici la fin, un petit peu des diapos, de la conversation, de vos questions, vous devrez avoir une meilleure idée de où est-ce que ça se situe ou qu'est-ce qu'il faut faire pour être un 7 sur 7 au niveau de son développement professionnel comme entraîneur en 2022. Donc, puis un des enjeux par rapport à ça, avant d'enchaîner, c'est aussi qu'un des défis, je me mets à votre place où je le vis quotidiennement avec des entraîneurs, c'est qu'il y a 456 000 affaires que tu peux regarder sur Internet. Il y a combien de livres qui sortent à chaque année sur la chimie, sur le leadership, sur les différentes choses que tu peux faire dans la communication, le langage que tu dois utiliser. Tu parles à la première personne ou à la troisième personne quand tu parles à un athlète. Puis ça devient difficile. Puis en même temps, de ce que j'ai compris du peu d'entraîneurs de natation auquel j'ai parlé, vous avez quand même un horaire chargé. À un moment donné, comment tu veux prendre 8 formations quand tu es 50 heures par semaine autour de la piscine puis que tu as une vie à gérer en dehors? Parce qu'on aimerait ça avoir une activité. Puis je sais que c'est un défi. Mais la chose aussi que je veux, la première chose que je veux que vous reteniez de mon intervention, c'est que ce n'est pas la quantité qui est importante. C'est la complémentarité des choses. Parce qu'on peut lire 450 livres,
Mais si on lit 450 livres puis qu'on ne les décompose pas, puis qu'on ne cherche pas à les appliquer concrètement à notre coaching, ça ne sert à rien. En bout de ligne, c'est mieux de lire un livre, mais de bien le décomposer, de bien l'appliquer, d'en parler avec quelqu'un d'autre, puis après ça, l'appliquer dans ton coaching. Puis ça, c'est quelque chose qui ressort, 1, à travers les théories, 2, à travers mon expérience, puis 3, à travers le modèle qu'on a justement conçu. Donc, si c'est quelque chose qui fit plus avec votre façon de penser, c'est direct dans cette direction-là qu'on s'en va justement dans les prochaines minutes. Donc, oui, mon nom, c'est François Rodrigue. Je viens vous parler du développement des entraîneurs en 2022. Et puis, l'objectif numéro 1 de la première partie, parce que je vais parler un peu plus dans la première partie du développement des entraîneurs, puis dans la deuxième partie, qui est la troisième, donc juste après Nico, plus de où est-ce qu'on s'en va en termes de société québécoise, ce que j'appelle le système québécois du développement des entraîneurs. Qu'est-ce qui se passe au Québec, puis qu'est-ce qui est accessible à vous dans ce sens-là pour les prochaines années à venir. Donc, c'est quoi les grands principes directeurs du modèle de développement des entraîneurs que j'ai eu la chance de co-autorer avec Pierre Trudel et Wade Gilbert? On va se rendre là en 3 étapes. La première étape, ça va être, c'est quoi les différents stades, les différentes marches dans le développement d'un entraîneur? Deuxième étape, on parlait d'un entraîneur innovateur, une entraîneur innovatrice. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça fait? Et troisième chose, pas pour vous mettre l'eau à la bouche, mais au moins vous venez tout juste de manger, mais c'est quoi le menu propice à un bon développement des entraîneurs? Qu'est-ce qui devrait se retrouver dans votre assiette du développement professionnel en tant que coach? Parce qu'on a tendance, là, puis la pandémie n'a peut-être pas aidé à ça, comme c'est pas à cause qu'on va écouter un webinaire de plus, un Zoom de plus, qu'on va nécessairement un meilleur coach. Bien, c'est quoi, ça devrait être quoi le juste milieu dans cet équilibre-là? C'est des questions à laquelle on va répondre dans les prochaines minutes. Donc, si on embarque avec l'étape numéro 1, c'est quoi les différentes marches du développement des entraîneurs? Eh bien, la chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que le développement des entraîneurs a d'abord et avant tout commencé avec les stades de développement d'un athlète. Quand on parle des stades de développement d'un athlète, on parle souvent du développement vers l'expertise. Donc, on regarde la progression d'un athlète, commence à novice, il ne sait pas trop comment bouger son épaule et son coude et mettre la pression pour former un appui dans l'eau. J'espère que ça fait du sens. Je pense que ça va de l'allure. Okay? Donc, novice, où est-ce qu'on apprend les rudiments de comment est-ce qu'on peut se déplacer dans l'eau. Ensuite de ça, compétent, on avance un petit peu plus vite. Performant et expert, où est-ce que notre patron de nage, notre patron de notre geste technique à exécuter, il est quasiment parfait, ou du moins il est très efficient, et puis on est capable de se propulser rapidement dans l'eau ou de lancer un ballon bien loin, dépendamment du sport dans lequel on parle. Mais là, vous avez tous déjà entendu parler de la règle des 10 000 heures. Je ne m'en vais pas vous parler de la règle des 10 000 heures parce que ça, c'est un autre débat complètement. Puis, il y a des pour et des contre à cette expression-là. Mais une chose qui ne change pas, si on essaie de créer un athlète expert ou un athlète veut devenir un expert ou une experte dans son sport, la chose qui ne dérogera pas, peu importe le nombre d'heures, que ce soit 3 000 ou 28 000, c'est le fait qu'on doit s'engager dans de la pratique délibérée. Quand on parle de pratique délibérée, c'est quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire une traction dans l'eau, si mes mots sont justes, à chaque fois que je vais faire une traction dans l'eau, je vais consciemment penser à de la façon dont je vais pousser ou je vais bouger mon poignet, pousser avec mes doigts. Mais je suis sûr que vous coachez des athlètes au quotidien qu'ils en font des longueurs, mais ils ne sont pas dans un mode de pratique délibérée. Puis ça, c'est l'élément qui est toujours oublié. L'élément central de la progression d'un athlète, c'est la pratique délibérée. Et ça, c'est très important à se rappeler. Mais là, je vous ai dit que ça avait un lien avec le développement des entraîneurs. Tu n'es pas ici, Frank, là, pour nous parler du développement des athlètes. Effectivement, mais il y a un lien. Parce que, comme toute chose dans la vie, des fois, on s'inspire d'un autre domaine pour aller travailler sur quelque chose et produire un peu d'autres modèles. Et là, on a juste essayé de partir, OK, si on a des athlètes experts, on veut avoir des coachs experts. Pourquoi on ne prend pas juste les mêmes stades de développement? Eh bien, là, je me rends compte que je vous cache, je m'excuse, je vais essayer de me tasser un petit peu de l'autre côté également. Mais dans le sens qu'on est parti pourquoi qu'on ne va pas essayer de travailler pour avoir des entraîneurs experts en prenant juste les mêmes modèles? Puis là, j'aime ça me placer comme ça quand je dis que je me promenais partout parce que je veux regarder ça comme vous puis me mettre un peu dans la même perspective. Mais là, il y a un problème avec ça parce que si on est un entraîneur, à quel point on peut faire de la pratique délibérée comme coach? Est-ce que vous en allez dans votre salle de bain chez vous, dans votre bain, puis là, vous faites ça, puis là, vous dites, OK, comment je vais te l'expliquer? Ou combien d'heures réelles de pratique délibérée vous pouvez faire? C'est très difficile. Parce que oui, on coach,
Mais on ne peut pas juste faire comme un violoniste ou un nageur ou quelqu'un qui fait de la course, puis faire des répétitions à pu finir. Parce qu'en réalité, chaque situation est différente. Si je parle à vous, bien, ce n'est pas la même dynamique. Donc, chaque situation est différente. Alors que quand on est un athlète qui est dans l'eau, c'est relativement similaire, particulièrement dans votre sport. Les conditions sont assez stables généralement. Je comprends qu'il doit y avoir des différences d'un bassin à l'autre, mais on suit dans les grandes ligues. Donc, c'est un gros problème quand on arrive au développement des entraîneurs. Mais ça reste qu'il faut faire la pratique délibérée si on veut devenir un expert. Bien, on enchaîne pour le développement des entraîneurs. Donc, la première chose qu'on a argumenté puis qu'on a documenté scientifiquement, c'est que la progression d'un entraîneur passe à travers de la réflexion délibérée. C'est-à-dire de ne pas juste coacher puis de faire des heures de coaching pour en faire. Mais à chaque fois qu'on fait une heure de coaching, on se pose des questions puis on cherche à améliorer les choses. Et là, généralement, on dit, quand on parle aux entraîneurs, généralement, le commentaire qu'on a, c'est « Ah, ben je m'en pose des questions. » Là. Comme je dis, clairement, là, genre, à toutes les fois que je reviens de chez nous, je me pose à ça, je me pose des questions, je repasse la séance dans ma tête. Mais il y a une différence entre, et c'est la première nugget que j'aimerais ça que vous reteniez, amener avec vous à la maison, peut-être même sur la route vers chez vous, il y a une différence entre ruminer et réfléchir. Il y a une différence entre ruminer sa pratique et de faire de la réflexion délibérée. Et ça, c'est très important parce que une des choses que je crois sincèrement, c'est que les coachs sont passionnés, sont dévoués, je vous l'ai dit au début. Deuxième chose, comme passion veut dire aussi, je pense à mon coaching 100% du temps, puis j'y pense quasiment tout le temps, des fois au prix de certaines relations que j'ai avec les personnes autour de moi. Mais une chose qui est très importante, c'est de ne pas juste repasser les scénarios en tête, mais s'engager dans la réflexion délibérée. C'est-à-dire que je me pose des questions, puis je cherche comment est-ce que je vais pouvoir modifier ma prochaine séance d'entraînement, ma prochaine interaction avec l'athlète, ma prochaine interaction avec un autre entraîneur, ma prochaine interaction avec la fédération, par exemple. Mais l'autre chose que vous avez remarqué peut-être, qu'est-ce qui est différent? Une chose qui est assez évidente, qui est très différente entre le modèle de développement des athlètes et, du moins, les stades de développement des entraîneurs. Tick-tock on the clock. C'est encore populaire, cette chanson-là, non? Nadine? Bien, effectivement. Donc, il y a un modèle ici, puis de ce côté-là, on est plus en train de changer les choses parce que les générations changent, par exemple. Je ne suis pas mal sûr que pour ceux d'entre vous qui ont coaché des athlètes pour plus de 15 ans, mais je suis convaincu que les athlètes ne sont pas pareils aujourd'hui qu'ils étaient il y a 15 ans. Et là, je vois les petits sourires en coin, clairement. Okay? Puis c'est correct, chaque génération est différente, chaque personne est différente même. Mais la première grosse distinction à faire, c'est que dans le continuum de développement d'un entraîneur, on cherche à être innovateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle défini d'expertise en coaching. On a peut-être 50 entraîneurs ici dans la salle, mais il pourrait y avoir 50 entraîneurs innovateurs, mais vous coacheriez tous différemment. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand on essaie de se perfectionner comme coach, le but n'est pas de rentrer dans un moule précis, dans un cadre précis où est-ce qu'on doit absolument, quand on rentre dans une séance, dire « Bonjour Laurent, comment ça va? Parfait. » Ensuite, on enchaîne. Tout le monde doit être différent. Et ce qu'on dit, c'est qu'en bout de ligne, il faut être authentique à qui on est, parce que les études sur les Serial Winning Coach, les études sur Serial Winning Coach, des études qui ont regardé 17 entraîneurs qui ont coaché 2 athlètes, un athlète au moins a gagné 2 médailles ou plus à 2 événements internationaux ou plus. Concrètement, ça veut dire un coach qui coach des athlètes qui a gagné une médaille d'or à 2 Jeux olympiques ou à un championnat du monde et des Jeux olympiques. Donc, ils ont répété leur succès. Une des choses qui ressort et qui est indéniable dans ces études-là, c'est que chaque entraîneur qui avait du succès était tous différents, mais ils étaient tous authentiques à leur personnalité. Et donc, ça ne marche pas de dire qu'on va aller vers un modèle d'expertise, parce que l'expertise, c'est défini, c'est concret, c'est comme tout packagé. Donc, on travaille pour aller chercher de l'innovation, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux être le meilleur entraîneur dans ton propre style avec la situation dans laquelle tu es. Et ça, c'est très important. C'est très, très, très important parce que ça va changer la façon de se développer. Parce que ça veut dire que ce n'est pas juste d'acquérir des connaissances, puis de dire si j'en prends la nouvelle technique pour parler à mes athlètes, je vais devenir un meilleur coach. Ça peut marcher à Québec, ça peut marcher à Gatineau, mais ça ne marcherait peut-être pas à Saint-Georges-de-Beauce. Puis j'ai le droit de parler de Saint-Georges-de-Beauce comme je veux, c'est de là que je suis originaire en passant, pour ceux qui sont déjà perdus en cours de route sur la 20. Ceci étant dit, donc, c'est le premier point à retenir au niveau des stades de développement des entraîneurs.
Si on pousse ça encore un petit peu plus loin. Donc là, on dit, c'est qu'il faut chercher à être un entraîneur innovateur. Mais c'est quoi un entraîneur innovateur encore plus concrètement, plus spécifiquement? Eh bien, si on prend les différents stades, la première chose qu'il faut établir, c'est quoi le stade juste avant ça? Donc, on est un nouveau venu ou une nouvelle venue, on arrive dans notre contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas nos premières années de coaching, c'est nos premières années dans un nouveau contexte. On est novice, on est au début. Et ça, c'est très important. Si vous êtes un coach de Montréal et que là, soudainement, vous avez un nouvel emploi, vous allez coacher dans un club de natation à Québec, vous êtes dans un nouveau contexte. Désolé pour vous, mais c'est important d'être conscient. On retombe au début du continuum. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre c'est quoi ma nouvelle réalité. Comment est-ce que le bassin fonctionne, c'est quoi la personnalité de mes athlètes, à quoi ça ressemble. Ensuite de ça, on est capable de livrer des bonnes pratiques, bonnes séances d'entraînement, on devient compétent. Mais par la suite, c'est là que ça se corse généralement. Si vous coachez pendant quelques années, généralement, vous êtes compétent, vous êtes capable de rouler une séance d'entraînement qui fait du sens. Mais ce qu'on veut aller chercher, c'est la super compétence. Et la définition de la super compétence, c'est que les professionnels super compétents créent, s'approprient et sont responsables de leur propre modèle de pratique qu'ils ont choisi plutôt que de recevoir aveuglément le modèle de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on écoute un coach de haut niveau, on écoute un scientifique, on ne fait pas juste prendre ce qu'il nous dit pour du cash. On le prend, on dit « OK, intéressant, comment est-ce que j'adapte ça à ma réalité, à mon sport, à mon bassin, à mes athlètes, à ma région? » Ça, c'est la super compétence. Parce que c'est facile d'aller regarder des vidéos sur YouTube, particulièrement comment ça l'a boomé durant la pandémie, puis de juste reprendre des éducatifs. Mais la question que j'ai tout le temps, puis ça au soccer, puis au football, puis au hockey, c'est un fléau. Je dirais beaucoup plus grave probablement qu'en natation, mais peut-être que je suis naïf et ignorant dans ce domaine-là. Parce qu'il y a 10 000 vidéos, ça n'arrête pas. On va regarder, le Barcelona FC. Le Canadien de Montréal fait cette éducation-là. Je vais faire ça avec mon équipe. Non, c'est pas ça. OK, intéressant. Comment est-ce que vous l'adaptez à votre contexte, à vos athlètes, à votre réalité? Et là, qui dit super compétent, dit aussi quelqu'un qui est plus efficient. Ça veut dire que faire le même résultat que des athlètes, ça te demande moins de travail. Si le même résultat te demande juste 70 % de la job, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu as de la place, justement, pour innover, penser à autre chose. Mais comment est-ce qu'on devient un innovateur? Eh bien, c'est en faisant ces 5 comportements-là. Les professionnels innovateurs créent de nouvelles pratiques ou génèrent de nouvelles idées en associant, questionnant, observant, expérimentant et réseautant. C'est-à-dire que pour faire des séances d'entraînement qui sont à l'avant-garde de ce qui se fait dans le monde ou qui sont en avant de la parade, bien, on ne peut pas juste se contenter de regarder ce qui se fait ailleurs, on doit combiner ces comportements-là. Mais aussi, c'est important d'amener de nouvelles idées. Mais en même temps, si on n'ose pas essayer nos nouvelles idées, ça va créer des problèmes. Et là, l'importance d'expérimenter. Et si on passe ces comportements-là, eh bien, les 5, ce qui veut dire associer. Ça veut dire que vous avez des conférences en fin de semaine, vous parlez avec du monde, vous allez voir des vidéos sur YouTube. C'est quoi les liens entre les choses? Quand je prenais mon exemple des 450 livres tout à l'heure, mais au lieu d'en lire 10, on en lit 2. Puis c'est quoi les liens entre ces livres-là? Qu'est-ce que ça change à la pratique? Qu'est-ce que j'ai retenu au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3? C'est quoi les liens entre le leadership et la préparation technique? C'est quoi le leadership? C'est quoi le lien entre le leadership et puis la stratégie de pacing? L'influence que j'ai auprès de mon athlète va ultimement avoir une influence sur son adhésion à la stratégie de pacing que je lui suggère pour la compétition. Donc, être capable de faire des liens entre les domaines devient très important. Parce que si vous n'avez pas d'influence auprès de l'athlète, ça ne veut pas dire qu'il va suivre la stratégie de pacing. Puis après ça, on va se demander pourquoi il ne nous écoute pas, pourquoi il ne fait pas exactement ce qu'on lui a dit. Mais peut-être que c'est juste une question de leadership qui a ultimement un impact sur la préparation tactique. Et c'est là que être innovateur / associé devient important. Questionner, c'est se poser des questions, challenger le statu quo, pas juste prendre les choses pour du cash. Peut-être même s'il y a un petit gars de la Beauce qui vient vous parler de développement des entraîneurs, pas prendre ça pour du cash. Okay? Ensuite de ça, observer. Et là, observer, souvent mal compris. Observer dans le sens, regardez ce qui se fait partout dans le monde. Regardez ce qui se fait dans les autres provinces. Parce qu'un des défauts dans plusieurs sports, puis comment je dirais ça, c'est pas mal intentionné, c'est qu'on parle souvent des coachs de natation, on parle souvent des coachs de hockey parce qu'on vit, puis je sais que vous en faites des heures là, sur le bord des piscines, puis clairement.
Puis ça demande de l'effort puis du temps pour faire ça, mais c'est d'observer ce qui se fait ailleurs, autant dans les autres sports que dans les autres régions, que ce soit les autres régions du Québec, mais aussi dans les autres régions dans le pays ou dans le monde. Ça devient très important de rester au courant des autres tendances. Le quatrième comportement, d'expérimenter, de chercher à faire différemment et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que si on a peur d'essayer des nouvelles choses, mais on ne pourra jamais être un entraîneur innovateur. On ne pourra jamais faire quelque chose de nouveau parce qu'on a peur et on veut rester dans nos pantoufles de ce qu'on a fait dans les 15-20 dernières années. Et le dernier, bien, c'est en réseautant. C'est en ayant des choses comme ça, en ayant des interactions, en ayant des breuvages alcoolisés, des choses comme ça devient important. C'est con, mais c'est important. C'est vraiment important. Donc, c'est ce qu'on argumente là-dedans. Et là, ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous associez au quotidien? Comment est-ce que vous questionnez les choses? Comment est-ce que vous observez les tendances ailleurs dans la province, ailleurs dans le monde, ailleurs dans le pays, dans d'autres sports? Comment est-ce que vous expérimentez? Combien de fois vous avez essayé des choses complètement loufoques, complètement différentes, mais qui sont quand même informées, basées sur quelque chose, sur des données probantes? C'est là que je disais le côté pré-académique. On se dit, OK, j'ai lu telle affaire, je me dis que si je fais telle chose, tel éducatif, tel type de séquence d'entraînement, je module ma charge d'entraînement de façon complètement différente, mais ça va peut-être donner tel résultat. Il faut l'essayer pour le savoir. Et ensuite de ça, réseauter. Donc, ma question pour vous, avant d'enchaîner, c'est, j'aimerais ça qu'il y ait peut-être 2 personnes qui me disent lequel est votre plus fort et lequel de ces comportements-là est votre plus faible. C'est-à-dire, quelle chose vous faites le plus, puis quelle chose vous faites le moins. Je regarde cette table-là, puis j'ai l'impression que le réseautage dans ce coin-là est pas mal fort. Fait que eux, je peux me permettre, si vous vous intervenez, messieurs, je vais vous dire, OK, c'est juste le moins fort, ça va être suffisant. Mais, j'aimerais ça sincèrement savoir lequel vous faites le plus, lequel est votre plus fort, puis lequel est votre moins fort. 2 personnes. Je suis patient. C'est ce que je dis à mes étudiants universitaires. Premier cours, là, ils ne parlent jamais, ça prend 5 minutes. Donc, dans ces comportements-là, je veux savoir 2 personnes. Lequel est votre plus fort et lequel est votre moins fort? Et pourquoi? Il y a des gens qui vont se lancer à l'eau. On peut commencer par un. Il y en a qui veulent répondre à mon défi, là. Je veux quelqu'un qui se mouille. Dans ceux qui sont 7 sur 7, non? Come on, mesdames, messieurs. Lequel est votre plus fort et lequel serait votre moins fort? C'est un coupon de consommation de plus. Associer, c'est de faire des liens entre les différents domaines. Donc, si la question n'est pas claire, j'adore ça, on demande des clarifications. Donc, ça veut dire faire les liens, exemple, entre le leadership et la préparation tactique. Moins fort associé et plus fort observé. OK. Moins fort associé, puis tu dis plus fort observé. Pourquoi observer? L'habitude. Parce que c'est comme ça que j'ai appris. Donc, dans le mode de formation que j'ai suivi, les stages, etc., beaucoup d'observation. OK. C'est quelque chose qui est resté. Puis est-ce que tu fais un effort conscient ou c'est plus par hasard, de façon autonome? Est-ce que c'est quelque chose de conscient ou c'est quelque chose de façon plus autonome, sans y penser? Par habitude? Puis, est-ce que c'est principalement ce qui se passe au niveau de la natation ou des fois ça va sortir du monde de la natation? Factuellement, au niveau de temps, c'est plutôt natation. OK. Oui. OK, un peu de tout. Puis c'est correct. Puis le but, c'est juste d'avoir une réflexion là. Puis c'est bien correct, puis c'est normal. La plupart des entraîneurs, c'est comme ça que ça commence aussi. Merci d'avoir participé. Ton prénom, c'est? Albon. Merci, Albon. Good. Ah, une autre personne. Allez, il est encore en bonne santé. Yes. Plus fort, vraiment questionner
OK? Pourquoi, avant les points, pourquoi tu dis ça? OK? Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Puis lequel serait le moins fort? Expérimenter. Pourquoi tu dis ça? Puis c'est tough expérimenter aussi. Je ne sais pas si c'est vers là que tu t'en allais, mais tu sais, des fois, tu veux expérimenter, mais comme en même temps, tu ne veux pas compromettre ta préparation pour la compétition. Puis, tu sais, des fois, tu ne veux pas créer des blessures non plus. Comme c'est tough, tu sais, de prendre ce risque-là d'expérimenter. Tu sais. Fait que merci de le partager. Ton prénom, c'est? Merci, Liam. Donc, c'est vraiment pas évident. Puis, je vous invite à vous poser la question, puis de justement cibler lequel vous faites le moins, lequel est le moins présent dans vos comportements, et puis comment est-ce que vous pourriez le faire plus au quotidien dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année. Et donc, la dernière étape. La dernière étape, c'est quoi le menu qu'on devrait avoir dans notre développement professionnel en tant qu'entraîneur? Quand je parlais de complémentarité tout à l'heure, c'est exactement ça que je parle. C'est quoi la bonne complémentarité pour le développement des entraîneurs? Eh bien, la raison pour laquelle c'est important de parler de ça, c'est qu'un des problèmes dans notre société, c'est qu'on équivaut éducation, cours théoriques, cours en classe avec une personne qui parle en allemand, avec apprentissage. Je veux dire, j'ai une fille de 2 ans, ça fait 1 an qu'elle marche, je n'ai clairement pas donné un cours sur comment tu devrais avancer tes jambes pour marcher. Je veux dire, l'être humain apprend de 1000 façons autres qu'une personne qui me dit en avant ce que je devrais faire. Peut-être que c'est cordonnier mal chaussé pour la séance actuelle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Okay? Donc, éducation n'égale pas apprentissage, mais c'est la même chose pour les entraîneurs. Et donc, si on met le continuum de développement, qu'on a de nouveaux venus, novices, jusqu'à innovateurs, comment est-ce qu'on nourrit cette réflexion-là? Et tantôt, tu sais, quand je parlais de rumination versus réflexion, c'est parce que si on ne nourrit pas bien notre réflexion, on ne nourrit pas avec du bon stock, en bout de ligne, on fait juste ruminer ce qu'on a fait dans les dernières années, ce qu'on a fait dans les dernières séances. Fait que c'est important de bien le filer, parce que réfléchir sur du vide, ça reste du vide. Et c'est là que le menu devient important. Et le menu ressemble à ça. Quelque chose, un modèle qui est utilisé à travers le monde, dans plusieurs pays, pour orchestrer le développement des entraîneurs. Et il y a 3 choses à faire. Situation magistrale. Première chose, ce qu'on fait en ce moment. Moi, François Rodrigue, j'ai décidé de ce que j'allais vous parler, puis vous n'avez rien à dire là-dessus. C'est correct, parce que j'ai fait des travaux là-dedans, je connais ça. Mais en même temps, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a de l'autonome. L'autonome, c'est quoi? C'est des livres, c'est des podcasts, c'est des interactions avec d'autres entraîneurs. Et ensuite de ça, ce qu'on a, c'est des situations internes. C'est-à-dire, je vais faire du vidéo, je vais découper ma pratique, je vais écrire ma philosophie de coaching, je vais faire une carte conceptuelle, je vais me faire un portfolio. Et quand tu mets ces 3 choses-là ensemble, et ça, je l'ai vécu dans les dernières années, la magie se passe. C'est quand on met les 3 ensemble qu'on voit la progression la plus fulgurante chez un entraîneur. Quand il y a du magistral, de l'autonome et de l'interne ensemble. Mais là, ce qui est intéressant, si vous regardez le modèle du même sens que moi, c'est que les proportions ne sont pas les mêmes. Si vous êtes nouveau dans un contexte et que c'est la première fois que vous arrivez là, mais c'est sûr que ça prend plus de magistral. Quelqu'un d'autre, l'entraîneur-chef, qui va te dire, bien, sais-tu quoi, quand tu as besoin de telle affaire, tu t'en vas dans ce local-là. Quand tu as besoin de réserver une plage horaire, tu t'en vas voir cette personne-là, etc. Mais plus tu progresses, si tu es super compétent, super compétente, innovateur, innovatrice, tu ne peux pas faire un cours pour te dire, si tu es le meilleur coach de natation au monde, là, tu ne peux pas faire un cours par quelqu'un qui connaît plus la natation que toi. C'est toi qui le connais le plus au monde. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est beaucoup d'autonome, mais surtout beaucoup d'interne. Autonome, écouter, comme je dis, des podcasts, lire des livres, réseauter avec d'autres personnes, interagir, voir toi comment tu vois ça quand on enseigne la brasse. Mais après ça aussi, faire de l'observation de ton propre coaching. Puis là, je ne parle pas de filmer les athlètes, se filmer soi-même, s'enregistrer avec un petit micro, voir comment est-ce qu'on parle aux athlètes. Est-ce que c'est clair vraiment ce que je dis? Est-ce qu'il y a trop de silence quand j'interviens ou je devrais parler encore plus? Qu'est-ce que je devrais faire? Et c'est cette complémentarité-là qui va faire qu'on va avoir la progression la plus rapide.
Et là, c'est toujours un peu abstrait, puis je sais que c'est le bout le plus abstrait, là, okay? Parce que c'est ça la théorie, point. Mais, de façon plus concrète, j'ai eu la chance de travailler avec Bianca, qui est un nom fictif. Je ne révèle jamais l'identité des entraîneurs avec lesquels je travaille. Okay? Donc, Bianca, nom fictif, mais coach de rugby universitaire / équipe nationale. Clairement, une bonne coach de rugby. Mais un de ses enjeux à Bianca, c'est qu'elle s'est rendue 4 fois de suite au championnat national, mais elle n'a jamais été capable de percer le top 3 avec son équipe. Clairement, une bonne équipe. Là. Clairement, c'est ce qu'elle fait. Elle fait 4 ans qu'elle va au championnat national, mais elle n'est pas capable de gagner le maudit championnat. Elle avait identifié que son enjeu, c'était du leadership. Parce qu'elle trouvait que quand elle arrivait sous pression dans la fin de l'année, puis là, ça touche un peu aussi à la psychologie, comme elle trouvait qu'il y avait moins de buy-in dans son game plan parce que c'était plus ardu un petit peu. Et comme on s'est dit, OK, on va travailler sur le leadership. Comment est-ce qu'on va faire ça? Avec Bianca, on a décidé qu'on allait se concentrer sur le leadership, qu'elle allait assister à un atelier sur le leadership, donc une situation magistrale. Tu allais faire littéralement une formation de leadership. Pour rendre ça complémentaire, elle a lu le livre Leaders Eat Last de Simon Sinek, que je vous suggère fortement, plein de petites actions super intéressantes là-dedans. Leaders Eat Last, situation autonome. Mais ensuite de ça, elle a écrit dans un journal de réflexion sur sa philosophie de coaching, en plus de le représenter visuellement. Elle est arrivée avec un diagramme pour expliquer sa philosophie. Puis ça, en termes de leadership, petite nugget qui n'a pas rapport au développement des entraîneurs, représenter concrètement sa philosophie, soit à travers un animal, soit à travers un diagramme, c'est une des choses la plus importante que vous pouvez faire parce que ça rend ça concret pour vos athlètes. Et là, elle a investi là-dedans à travers l'année, jusqu'au point qu'elle a même impliqué ses athlètes et ses capitaines dans la réflexion sur le leadership. Elle a mis de l'argent en banque toute la saison. Et pour la première fois, rendue justement à l'année lorsqu'on a travaillé ensemble, elle a fini par justement non seulement gagner la demi-finale, mais gagner le championnat. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand je vous parlais de la réflexion à travers son journal, puis la petite représentation de sa philosophie, c'est qu'elle est arrivée, puis elle a sorti, il perdait 12-7, je pense, quelque chose de même, 12-7 en demi-finale du championnat national. Bien entendu, gagner la demi-finale, tu t'en vas en finale. Et puis, elle a sorti littéralement le diagramme qu'elle avait construit avec les athlètes. Elle leur a présenté, elle leur en a parlé. Et finalement, ils ont gagné ce match-là 18-12 et ils ont foutu une volée à l'autre équipe en finale. Mais imaginez si elle n'avait pas investi là-dedans à travers l'année, mais aussi qu'elle n'avait pas utilisé les 3 situations pour être sûre qu'elle ne faisait pas juste ruminer, mais qu'elle utilisait du matériel établi pour justement s'améliorer son leadership. Et c'est ça, quand on parle de faire du développement professionnel complémentaire. C'est quoi les 3 situations? Comment est-ce que vous pouvez les rentrer dans votre coaching? Puis c'est sur quel sujet vous allez faire? C'est d'entre vous, c'est peut-être préparation technique, d'autres, c'est peut-être gestion de la charge d'entraînement, d'autres d'entre vous, c'est gestion de club, gestion d'organisation. Peu importe c'est quoi, mais d'utiliser les 3 ensemble, c'est ça qui fait la différence. Donc, la question rhétorique que j'ai pour vous, laquelle de ces 3 situations-là, est-ce que vous n'utilisez pas de façon régulière? Pensez à ça, gardez ça en tête, puis vous allez pouvoir travailler là-dessus. Puis je pense même que Nico va avoir des propositions par rapport à ça. Et donc, pour passer à l'action, eh bien, Nico va présenter les différents projets, puis on va revenir tantôt pour parler un petit peu de ce qui va se passer au niveau de la province. Avez-vous des questions pour Coach Frank, pour François? Bon, ça veut dire non? Alors, maintenant il faut que je me remette là-dedans. Là. C'est intéressant, mais ça coupe le momentum. Non, c'est un petit challenge. En fait, justement, c'est un petit peu un hasard. Je voulais vous parler un petit peu du momentum. Pourquoi aujourd'hui, là, on se penche là-dessus, là, sur le développement professionnel des entraîneurs à la fédération? Bon, il y a plusieurs facteurs, une envie, bien évidemment, un besoin, bien évidemment, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Et puis nous, à la fédération, on est quand même vraiment choyés parce qu'on a été pris en main par des projets pilotes dans lesquels il y a des spécialistes et comme des éminences en matière de développement professionnel, ici au Québec, qui nous accompagnent là-dedans. Donc on a pu vivre
deux belles expériences, et puis là, on commence une troisième expérience qui aboutissent à ces travaux-là. La première, c'était la participation de la Fédé à une communauté de pratique. Une communauté de pratique, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme. Au moment où moi, j'ai donné mon accord pour participer à ça, j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc je me dis, ouais, on participe, ça va être génial. Après ça, je vais googler communauté de pratique, savoir ce que c'est. Et puis, ça m'a fait découvrir une nouvelle manière de se former, qui est finalement beaucoup plus axée sur la co-création, sur le partage, sur des discussions qui sont comme très informelles, mais à l'issue desquelles les échanges avec nos pairs nous font vraiment grandir. Cette communauté de pratique qui sont comme des échanges plus ou moins structurés, puis récurrents. On lui met une première lumière en disant, OK, cette dimension sociale là de la formation professionnelle, c'est quelque chose qui est clairement sous-utilisé chez nous en tout cas, et qui mériterait peut-être d'être approfondi. La deuxième expérience qu'on a eue, c'est un projet pilote qui est gouverné par le ministère, dans lequel ils ont dit, OK, vous allez prendre un petit groupe de spécialistes dans le développement professionnel, vous allez prendre une couple de fédérations sous votre aile, et puis vous allez les aider, les outiller à revoir leur modèle de développement. Alors quand je suis rentré dans cette deuxième opportunité-là, j'avais fait mes devoirs qui étaient de préparer des projets comme waouh, à l'époque c'était waouh, c'était fou, comme des projets waouh de développement professionnel. Et puis l'idée de cette expérience-là, c'était que je puisse bénéficier d'un accompagnement, d'une aide, comme un tutorat, mais plus d'un accompagnement individuel qui m'a permis de me mettre à jour dans les études et dans les lectures et dans beaucoup de ressources liées à ça, au développement professionnel des entraîneurs, et qui m'ont permis finalement de challenger une à une toutes mes idées. Et puis cette deuxième expérience-là, elle était comme vraiment transformative, elle était comme vraiment géniale. Les idées que je trouvais vraiment intéressantes, et puis je pense foncièrement qu'elles l'étaient, ben, en me mettant à jour des connaissances et un petit peu des nouvelles manières de se former, je me suis aperçu qu'à peu près tout, il manquait un petit punch, un petit quelque chose. Et puis, je ne vous cacherai pas que l'étude que François a présentée là sur l'entraîneur innovateur, c'était un petit peu, paf, une grosse claque que j'ai reçue en pleine tête parce que c'était pas mal du bon sens. Du bon sens, comme il n'y avait quasiment rien de contestable ou peut-être rien de contestable en disant mais ouais, mais c'est vrai. Mais d'avoir comme objectif que dans notre communauté, nos entraîneurs, quel que soit leur niveau de pratique, que ce soit des entraîneurs de haute performance ou des entraîneurs d'école de natation qui se destinent dans leur carrière à entraîner de l'école de natation jusqu'à leur retraite, avoir l'ambition que ces personnes-là, ces entraîneurs-là, arrivent au Graal, au Saint Graal d'être un entraîneur innovateur. Quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me dis, ok, mais c'est ça qu'on va essayer de faire dans nos différentes expériences, opportunités de développement professionnel. On va essayer à chaque fois d'avoir une petite, un souci de faire en sorte que les entraîneurs puissent réseauter, ils puissent associer, ils puissent expérimenter. Bref, toutes ces habiletés-là d'innovateurs, ça a été un petit peu le fil conducteur pour moi. Alors, là, la communauté de pratique, je vous l'ai dit, elle m'a vraiment incité à apporter vraiment une dimension sociale aux prochaines opportunités de développement professionnel. Le fait de se pencher sur le savoir professionnel, on est des entraîneurs de natation, on se forme avec un contenu natation. Il n'y a rien de plus évident, sauf qu'un bon entraîneur n'a pas comme unique besoin que de renforcer ses savoirs professionnels, les savoirs interpersonnels, savoir comment parler avec un athlète, comment gérer un groupe, comment gérer des administrateurs, comment tout simplement gérer de l'humain, c'est un savoir qui est au moins aussi important. Le savoir intrapersonnel, qui est directement relié peut-être à cette nécessité-là d'avoir des introspections, des réflexions qui vont nous permettre d'avancer. Et donc, les habiletés de l'innovateur. Donc, c'est en considérant ces différents aspects que on
on s'est fait challenger, on a travaillé sur quelques projets qui sont là aussi évolutifs. Là, je vous ai parlé que la fédération a été impliquée dans 3 projets, 3 opportunités d'accompagnement. On commence la 3e là, donc ça se pourrait qu'au fur et à mesure de notre vécu dans cet accompagnement-là, hop, on apporte encore des petites modifications. Mais dans l'idée, ça me fait plaisir de vous présenter ces quelques projets. Alors, le PNCE, on l'a dit, il y est. Il va y être encore. Et puis, encore heureux, parce que c'est quand même très important d'avoir cette certification-là, un petit peu qui est le sceau, l'officialisation là, de notre administrative, en tout cas de notre métier d'entraîneur. Donc, d'ouvrir des formations sport communautaire le plus possible, en termes de quantité, les rendre le plus possible accessibles. On avait parlé de gratuité, si ce n'est pas la gratuité, ce ne sera pas loin de la gratuité, mais ça nous semble important en tout cas que cette formation-là, sport communautaire, elle soit la plus accessible, la plus populaire possible. Et des formations PNCE habituelles. Deuxième manière de se former, on l'a vu, hein, c'est pas parce qu'on va apporter de la nouveauté qu'on va faire table rase sur ce qui existait déjà. Et le fait de se former via des conférences, c'est quand même tout aussi important. Les conférences mensuelles Zoom, alors en toute honnêteté, celle de cette semaine, ça n'a pas été un succès énorme, mais je ne désespère pas, je pense que c'est quand même un moyen qui est assez exceptionnel. Aujourd'hui, on a cette technologie-là qui nous permet d'avoir accès à du contenu sans bouger de son bureau, c'est quand même génial, on va le continuer. Mon objectif, ce serait que, au lieu de bloquer 1 heure durant laquelle on va écouter du contenu, ben, on écoute du contenu durant 1 demi-heure, et puis après ça, on échange. Ça nous permet, c'est ça, de renforcer cette dimension sociale. Notre initiative, alors celle-ci qui n'existait pas avant, une formation thématique. Là, mon cahier de notes, il est noirci d'idées, de remarques que vous m'avez communiquées, là, que vous m'avez partagées, sur des besoins. Et puis la communauté, ah ouais, on a tel besoin, et puis tel besoin. Et ouais, mais on se dit, tiens, en 1 heure de formation, 1 heure de contenu, de conférence Zoom ou quoi que ce soit, c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est clairement pas suffisant. Alors, un projet qu'on a, c'est de se pencher sur un besoin. Ça peut être par exemple le travail physiologique. Je sais que la physio, il y a bien du monde qui aime ça, il y a bien du monde qui trouve ça très compliqué, il y a bien du monde qui a adoré, mettons, les présentations et l'expertise de Myriam Paquette, par exemple, dans les PNCE, dit ben là, au lieu d'avoir comme juste une conférence d'1 heure de Myriam Paquette, j'aimerais ça qu'elle me prenne un peu sous mon aile, et pendant une période un petit peu plus longue, qu'elle m'accompagne là-dedans avec ce contenu spécifique. Et puis, ce n'est pas Myriam Paquette, ça peut être un Olivier Trudel, mettons, qui va nous parler de Olivier Trudel, c'est ça, excusez, qui va parler de psychologie et de préparation mentale pour les athlètes. Ça peut être une formation sur l'intelligence émotionnelle. On le sait qu'aujourd'hui, c'est pas un mot tabou, c'est pas... Non, l'intelligence émotionnelle, c'est un mot où Frank, le mot m'échappe. C'est pas l'intelligence émotionnelle, c'est la fluidité. Non, c'est quoi le... Agilité, c'est ça, l'agilité émotionnelle, c'est ça. Donc se former sur l'agilité émotionnelle, merci, c'est quelque chose aussi qui est transformatif. On se dit, ok, ça c'est quoi ça, l'agilité ou l'intelligence émotionnelle là, non, c'est le genre de formation qui répond clairement, ou de contenu qui répond clairement à un besoin. On a là aussi des personnes de référence qui sont énormes. Donc, d'offrir, mettons, une formation thématique par année, qui serait un mélange de contenu, d'échange, d'expérimentation aussi. C'est un projet qu'on a. Le premier, celui-ci, là, il va être concret. À partir de janvier, il va démarrer. Vous allez recevoir sous peu les premières informations. Alors là, on navigue vraiment à vue quand on fait partir des nouveaux projets. J'ai aucune idée de la popularité que ça pourra avoir. Peut-être si on offre de la place pour 8 personnes, ben, il y aura de la demande pour 16 ou il y en aura de la demande pour 4.
On va s'ajuster, et puis c'est un genre d'avion qu'on va construire en plein vol. Mais en tout cas, c'est un projet que vous allez voir comme très concrètement. Dans la manière de se former, il y a toujours des expériences un petit peu un à un qui répondent à des besoins divers, mettons du mentorat tel qu'on connaît. C'est important le mentorat aussi, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est quand même super important un mentorat provincial, un mentorat national ou un accompagnement 4 étoiles pour des entraîneurs qui sont un petit peu plus expérimentés, qui sont peut-être un petit peu plus des entraîneurs de performance, des entraîneurs un petit peu plus engagés dans la voie de l'innovation. Mais proposer des initiatives de mentorat, ce n'est pas un chèque en blanc qu'on fait en disant « Regarde, tu as un budget, trouve ton mentor et amuse-toi ». Non, il y a tout un cadre pour que ce soit bien réussi. Et puis là aussi, le mentorat, c'est certain qu'il va y avoir comme une twist qui va être à la fois axée sur l'acquisition des compétences d'innovateurs, autant que sur une expérience de partage. L'idée de se challenger, c'est quelque chose dans les 5 habiletés d'innovateurs. L'idée de se questionner, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que du contenu, on en a. La tentation de faire un copier-coller de ce qu'on vient juste de lire, d'apprendre, elle est tellement forte que finalement, on passe à côté d'une richesse qui est énorme. C'est tout simplement, en procédant de même, c'est le fait de développer notre propre recette. Notre propre recette, je suis persuadé que c'est la meilleure de toutes. Là, si nous sommes 50, je sais très bien qu'il y a 50 recettes qui sont les meilleures et que de prendre la recette de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il n'y a que Mozart qui peut faire du Mozart. Si Mozart il essaye de faire du Beethoven, il va se prendre les pieds dans le tapis. Ben nous, c'est un petit peu la même chose. Avec notre singularité, c'est important qu'on arrive à la découvrir et puis à la mettre en avant, à s'en servir. C'est elle qui va nous rendre performants, nous rendre bons, rendre nos athlètes bons. Mais pour ça, il faut accepter un petit peu de se mettre en difficulté, de questionner, de se challenger. Donc ça me semble important. Mettons un mentorat, une opportunité de mentorat. On dit, OK, si je souhaite participer à un mentorat, c'est parce que je souhaite me former ou travailler ce point spécifique. Mais ce point spécifique, c'est important pour moi d'avoir différentes perspectives, justement, qui font comme la thèse et l'antithèse. Le point de vue qui va nous mettre en cause, qui va nous faire remettre en cause, les principes qu'on avait, les dogmes qu'on pouvait peut-être prendre pour acquis. Et l'accompagnement 4 étoiles, je pense qu'il arrive un moment où l'accompagnement individualisé, comme par exemple Coach Frank le fait, c'est la chose la plus, peut-être la plus formatrice, parce qu'on ne parle pas encore d'acquérir du contenu ou de vraiment de la matière concrète, mais de se faire challenger, de se faire orienter, de se faire coacher finalement comme vous coachez vos athlètes. Je pense que c'est une voie qui est vraiment intéressante et dans nos entraîneurs plus expérimentés, c'est une opportunité qu'on souhaite offrir à la communauté. Alors, une 4e manière de se former, qu'on souhaite développer, ce sont des opportunités d'échange en plein, des retraites fermées qui seraient proposées de 2 manières différentes. Click relève des jeunes entraîneurs qu'on prend sous notre aile, on les isole pendant 1 journée et demie, et pendant cette journée et demie, on jase. Et là encore, on essaye autant que possible. On a du contenu, mais on essaye de se challenger, on se questionne, on associe, on réseaute bien évidemment. La raison pour laquelle le réseautage
va être hyper important. C'est vraiment, comme je disais tantôt, la co-création. C'est bien de lire, c'est bien de se former, d'écouter, mais peut-être la solution, là, c'est nous qui l'avons juste en échangeant. La clinique relève ou la clinique technique pour des entraîneurs, excusez, un petit peu plus expérimentés, mais pareil, des analyses de style, des discussions, excusez mon cadre qui est pas descendu, mais là encore, des débats, du réseautage et tout, mais avec des considérations qui sont comme un petit peu plus papillon d'Obrascroll. Pour ne pas rendre la présentation comme trop lourde et trop rentrer dans les détails, ce sont vraiment comme les grandes rubriques et comme le grand cadre que je partage là. Et puis le détail vous sera bien évidemment partagé comme assez rapidement. Alors, les expériences de groupe, je les ai essayées, je les ai adoptées et donc j'aimerais vous le proposer. Le genre de communauté de pratique est une expérience, un événement qui s'appelle le Forum Aquatique. Je suis bien fier du nom, parce que je ne suis pas juste designer, j'arrive aussi à être hyper créatif. C'est à peu près ma 35e tentative de trouver un nom intéressant. Je suis désolé, c'est le mieux que j'ai trouvé. Mais le genre d'expérience que j'aimerais la plus complète possible. On essaie de prendre 8 entraîneurs formés ou certifiés 301, et puis on vit cette expérience ensemble, on se développe ensemble, on participe, mettons, au congrès américain des entraîneurs. Et puis on revient ici au Québec, et puis on échange ensemble, et puis on se prévoit des moments pour échanger, pour se challenger, pour co-créer, et puis on renforce tout ça avec encore des partages de contenu, avec des experts invités à droite à gauche. C'est le genre de cohortes qui sont... je pense, qui sont, comme si j'ai trop parlé, mon cerveau qui s'embrume, mais le genre d'événement qu'on souhaite à la fois fermer pour susciter l'envie aussi aux entraîneurs d'y participer, qu'on souhaite la plus complète possible, en faisant pas juste le choix d'une chose au détriment d'une autre. Non, là, c'est le genre d'événement où on ne s'interdit rien. Et puis on prend l'avion, et puis on va visiter quelque chose. Et puis si le besoin nous en dit, ou si on a besoin de visiter d'autres programmes, d'investir, donc peu importe, c'est ici que ça se passe dans le Forum Aquatique. Alors c'est le genre d'événement, on s'est dit, ok, là... c'est beau, c'est prenant, et puis si c'est prenant, peut-être l'entraîneur, là, il n'a pas forcément énormément de temps. Dans ce genre d'événement-là, c'est sûr que votre temps est compté. Lorsque l'entraîneur s'engage là-dedans, on aimerait qu'il puisse s'engager pour de bon. La confirmation, l'approbation de votre entraîneur-chef si vous êtes assistant ou de votre conseil d'administration si vous êtes entraîneur-chef, elle va être quand même vraiment importante pour être sûr que l'expérience va pouvoir être la plus complète possible, qu'on ne commence pas quelque chose et sans le finir. Ça, c'est le 5e et le dernier projet qui est censé, qui vient ici pour compléter l'expérience PNCE. Et puis pour développer tout ça, on a un comité provincial des entraîneurs. Il y a un comité provincial des officiels qui est là. Et puis, c'est pas quelque chose... Aujourd'hui, là, on part de zéro dans à peu près tous les projets. Et quand on part de zéro, les directions qu'on peut prendre sont vraiment multiples, même si les grandes lignes sont là, même si on est quand même bien accompagné au quotidien pour rester sur une voie vraiment la plus pertinente possible. Il y a du contenu vraiment en natation. Vous les connaissez, les besoins, vos besoins à vous. Moi, j'ai une bonne idée, mais quand même, je ne suis plus sur le terrain. Vous l'êtes. Qu'on travaille ensemble, ça va être une des clés du succès. Donc, ce comité provincial des entraîneurs va être clairement partie prenante et probablement gage de succès là, de ces initiatives-là. C'est tout pour moi dans le survol des projets de développement professionnel. Avez-vous des questions là-dessus ? Ouais ? Les comités ne sont pas encore formés, ils sont déjà formés. Rien n'est formé. Non.
Si vous avez des questions, toujours bienvenue, mais je sens qu'il va en venir beaucoup, fait que je me permets de prendre le micro. OK, puis oui, c'est de l'ironie et du sarcasme, là, c'est correct, c'est voulu. Une chose, par exemple, tu sais, quand il parlait d'accompagnement 4 étoiles tout à l'heure, pour vous donner un exemple de tu sais, des fois où est-ce qu'on sort ces affaires-là, tu sais, c'est pas moi là, qui ai pensé à ça, c'est Marc-André avec Nico. Mais exemple, Swimming Australia, puis ça je le sais parce qu'un de mes collègues travaille avec eux, puis on en parle de comment est-ce qu'on approche le développement. Bien, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à travers leur cheminement, par exemple, de 65 entraîneurs de haute performance, ça, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, de la catégorie exacte, mais eux, ils offrent un accompagnement 4 étoiles, littéralement le même principe, à 20 de leurs meilleurs entraîneurs. Fait qu'ils vont arriver, ils vont dire, OK, tu es dans le top 20 des entraîneurs à travers le pays, mais tu as le droit d'avoir un accompagnement 4 étoiles avec, je nommerai pas la personne en tant que telle, mais cette personne-là qui s'occupe de justement les accompagner. Donc, ça, c'est un peu dans le même sens que ce qui se passe justement avec des grands leaders, un, dans le monde de la natation, mais aussi dans d'autres disciplines, dans d'autres sports et dans d'autres pays en général. Donc, c'est un exemple de où est-ce que ça sort. Puis c'est le même principe, là, si j'ai bien compris, ce que Marc-André et Nico ont conçu ensemble, c'est ça. Est-ce que on peut repapper le reste? Oui, on peut remettre ça à l'autre diapo, s'il te plaît. Merci. Mais s'il y avait... Oui, oh, question. Hey, je vais les prendre. Moi, c'est définitivement plus mon format. Oui. Intéressant. Est-ce que je me permets de répondre ou je t'envoie la réponse? C'est vous qui êtes le mieux placé pour juger de ça. Parce que comme tantôt, il parlait de la co-création, puis là, je m'excuse si je me sous comme ça, mais je fais ça dans mes cours, puis je suis tout le temps plus confortable. Puis, dans le fond, l'idée, c'est toi qui connais ton contexte, c'est toi qui connais tes athlètes. Puis, tu sais, c'est en bout de ligne, le plan de développement, c'est toujours co-créé avec l'entraîneur. Puis c'est ça une affaire qu'on essaie d'enlever, nous, avec certains de mes collègues, puis d'autres personnes, Marc-André, Nico, dans votre contexte à vous, où est-ce que d'arriver de dire, OK, genre, moi, je sais que ça prend ces 16 compétences-là pour être un bon entraîneur au niveau de performance, puis tu devrais avoir exactement ça. Donc, quand on crée, par exemple, si on fera un accompagnement 4 étoiles avec toi, bien, on s'assoit, puis on discute justement de, OK, de quoi tu as besoin dans ton contexte? C'est-tu plus le leadership, la préparation technique? Parce que certains entraîneurs-chefs vont être très impliqués avec les athlètes, d'autres vont l'être beaucoup moins. Donc, la compétence dans ton rôle d'entraîneur va dépendre, t'es-tu à Saint-Georges-de-Beauce ou t'es au club de Pointe-Claire? Ou t'es-tu un entraîneur-chef ou t'es-tu un entraîneur adjoint? Donc ça, c'est vraiment une approche qui est complètement différente. Où est-ce qu'on va rejoindre vous? Puis c'est vous les experts du contexte. C'est vous les experts du contexte. Ça serait imbu de nous-mêmes. Là, je dis nous, mais les personnes qui proposent cette approche-là. Là, il y en a qui proposent encore l'ancien modèle. Mais ça serait imbu de dire, ah, moi, je me pointe, je m'en vais dans ton club, je te dis comment tu devrais coacher. Je suis comme, what the heck? Je veux dire, c'est toi qui es le mieux placé. Mais par exemple, il y a de la co-création qui se peut se faire. Puis c'est vraiment ça le sens du terme. Donc, je suis vraiment content que tu poses cette question-là. Puis, à moins que tu me dises que vous avez décidé de faire quelque chose qui est contraire à ça, là, on va avoir plus. Contraire, non, c'est ça. Fait que c'est vous. Donc, exemple, dans une communauté de pratique, vous êtes un groupe de 6 entraîneurs. Vous décidez qu'un de vos enjeux, c'est d'équilibrer performance et bien-être. Parce que, de ce que j'ai compris de la natation, ça en prend du volume. À un moment donné, il faut t'en faire des kilomètres. Tu ne peux pas avoir du monde comme moi qui ont fait 200 mètres dans leur vie puis qui vont être des nageurs olympiques. Ça ne marche juste pas. Mais si ça, c'est un enjeu, puis qu'il faut juger comment est-ce qu'on va moduler ça en fonction de l'âge et, mettons, le type de nage et tout ça, bien, ça va être en groupe de 6 avec peut-être le ou la facilitateur que vous allez décider comme c'est quoi être compétent là-dedans et vice-versa. Donc, c'est très drivé par les entraîneurs. Longue réponse pour ta question de dire que c'est drivé par les entraîneurs, mais co-créé avec d'autres personnes. Super question. Super question. Comme shootez-les, là. Moi, c'est vraiment plus mon format préféré. Mais il n'y aura pas de système de cotation, de notes d'entraîneur, de compétences ou quoi que ce soit. À titre informel, c'est savoir où tu te situes dans ton parcours d'entraîneur, mettons entre le petit jeune entraîneur ou l'entraîneur avec 40 ans d'expérience. Tu es où à peu près là-dedans? Au vu de ça, toi, quel genre d'opportunité serait la plus profitable? Puis là, je vais amener une curveball, pas le courbe. Je sais que je suis pas dans le bon sport encore une fois. Mais en même temps, c'est pas à cause que tu as 40 ans d'expérience que tu as 40 années d'expérience. Dans le sens que tu peux avoir 40 ans d'expérience, tu as coaché 40 fois de la même façon, donc tu as coaché juste de la même façon. Fait que tu as une fois 40 ans, au lieu d'avoir 40 ans où c'est que tu as réfléchi délibérément sur ton coaching puis que tu t'es amélioré. Puis ça, c'est très important. Très important. C'est pas à cause. Expérience ne veut pas dire expertise.
Y avait-il d'autres questions? Oui, vas-y, Laurent. Ah, c'est intéressant, ça. Ça va être dans les changements de comportement. Ça va être dans les indicateurs que tu établis à propos de tes athlètes. Tu sais, ça peut être dans la progression. Ça peut être justement, comme moi je dirais beaucoup au niveau des comportements, de ce que tu vas faire et de ce que tu as jugé important. Ça peut être aussi sur les projets d'apprentissage. Fait que, par exemple, si pour toi le leadership c'est un point important, puis je prends souvent le leadership parce que c'est multidisciplinaire, là, tout le monde peut comprendre de quoi qu'on parle, puis que tu as réussi à concevoir un cahier d'entraîneur-chef ou d'entraîneur adjoint, bien, on s'entend qu'il y a de la progression de ce côté-là. Fait que généralement, ça va être conseillé dans ton projet d'apprentissage. Mais c'est un défi, tu sais, c'est un défi l'apprentissage, puis pour nuancer encore plus, parce qu'on assume, tu sais, on juge les enfants là, avec des notes, tu sais. Mais comme on s'entend que oui, il faut mettre des notes, puis j'imagine qu'il y a des enseignants peut-être là, ici, mais comme la progression n'est pas représentée par des notes. Fait qu'on ne peut pas mettre des notes, dire OK, tu es rendu à 6 sur 7, tu es rendu un meilleur coach. T'sais, fait que c'est dur de noter ça. Fait que ce qu'on va beaucoup regarder, c'est observation, compétences que tu as faites, puis aussi ton projet d'apprentissage. Moi, c'est comme ça que je répondrai à ta question. Mais en même temps, moi, personnellement, là, c'est en dehors du projet de natation. C'est ce que moi, je fais. J'amène beaucoup les entraîneurs à juger d'eux-mêmes. Puis ce qui est ironique, c'est que la question sur 7, je vous ai posée tout à l'heure, là, je leur pose la même question. OK, comment tu te juges sur 7 sur, on va dire, préparation technique, là, prendre quelque chose qui prend très pertinent pour vous. Mais tu leur parles après, au début, moi, j'étais un 6 sur 7 sur préparation technique. 2 ans plus tard, vous pensez c'est quoi la réaction? Ils disent 7 sur 7 ou ils disent 4 sur 7 la majorité du temps? Ils disent souvent 4 sur 7. Parce que plus tu en apprends, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Puis, tu sais, vous connaissez plein de choses, mais même, puis moi aussi, c'est ça la réflexion que j'ai souvent. Fait que l'auto-évaluation est très importante là-dedans parce qu'en bout de ligne, tu t'améliores, mais là, tu découvres d'autres choses que tu ne connais pas en cours de route. Fait que longue réponse pour dire que c'est très pas disciplinaire, mais multidimensionnel, tu sais, parce qu'on ne pourrait pas juste arriver et vous dire, OK, Laurent, tu es rendu à 83,8 sur 100 pour préparation technique, tu sais, je veux dire. C'est pas de même que ça marche, la vraie vie, là. À moins que vous me dites le contraire, là. Mais je pense pas. Ça répond à la question? Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Good. On peut enchaîner? 10 minutes? 10 minutes, puis là, j'ai relativement un message. Pour moi, il est important. Je ne sais pas pour vous s'il va être important. Mais dans la dernière partie, c'est plus ce qui se passe au Québec, puis dans la direction que ça va. Fait je sais qu'il y en a certains qui ont envie d'avoir un café, un drink, en arrière, particulièrement là-bas, messieurs et mademoiselles. Juste peut-être garder l'attention pour une dizaine de minutes, pour moi, ça va être important. Parce que là, je vous parle un peu plus de la situation provinciale des choses. Donc, Nico a parlé du projet qui accomplit avec Marc-André Duchesneau. Plusieurs d'entre vous le connaissent, on va dire salut Marc-André. Toujours un excellent choix de bas et de chaussettes, j'apprécie. Non, mais honnêtement, tu m'amènes à sortir de ma zone de confort, j'aime ça. Hey, c'est bien correct. Mais je me rends compte que je devrais plus expérimenter comme Marc-André le fait. Peut-être que c'est plus un innovateur que moi aussi, c'est peut-être correct de même. Fait que, dernière 10 minutes, c'est plus vous informer qu'il y a quelque chose qui se passe au Québec. Puis là, moi, je ne suis pas un employé du gouvernement du Québec. Puis je ne vais pas vous parler de mes allégeances politiques. Vous connaissez la Beauce. Je viens de la Beauce. Donc, vous déduisez ce que vous en voulez. Mais tout ça pour vous dire que je vous parle de ce qui se passe au Québec. Et oui, je suis fier de ce qui se passe au Québec, malgré ce que je viens de vous dire. Tout ça pour vous dire que... Peut-être que là, je vais partir d'autres débats pour ce soir. Je ne sais pas si j'aurais dû dire ça, mais bref, vous me suivez. Le point avec ça, c'est qu'il se passe quelque chose au Québec pour vrai. C'est une des fois dans ma vie que je suis quand même fier de ce qui se passe au Québec parce qu'on ose, on a de l'audace en ce moment. Puis vu que ça l'a un peu mené à ce que Nico vous a présenté aujourd'hui, puis qu'il vous reparlera dans les prochains mois, je pense que c'est important qu'on contextualise les choses parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Fait que le lien avec ça, c'est, je vais vous parler du système québécois pour le développement des entraîneurs, ce qu'on a rebaptisé le SQDE. Puis en bout de ligne, tout ce que je veux faire là, dans les 10 prochaines minutes, c'est de vous informer de la direction provinciale du développement des 2 fois entraîneur. Vous voyez comment c'est important pour moi, jusqu'en 2024. Donc, le ministère de l'Éducation, tout à leur crédit, et une certaine dame qui est là,
ont décidé qu'elle voulait sonder les entraîneurs parce qu'elle se rendait bien compte qu'il y avait des problèmes avec la formation des entraîneurs en général, que ce soit le PNCE, que ce soit les offres, etc. Et une des choses qui est ressortie de leur sondage, c'est que les coachs, je ne sais pas si ça vous représente, mais ils ont sondé des coachs littéralement, c'est qu'ils voulaient moins de programmes, moins de formation magistrale, ne voulaient pas d'autres modules du PNCE, okay, comme, dans le sens que c'est correct, on en a besoin, mais on n'est pas obligé d'en rajouter 60 autres. Tout le monde va être d'accord là-dessus. Okay, moi, le premier. Puis que c'était pas souvent individualisé et ou très laissé à eux-mêmes. Donc, plus de social, puis plus d'accompagnement 4 étoiles, un peu comme Nico a mentionné tout à l'heure. Et ça, cette réflexion-là, tout à leur crédit, le ministère de l'Éducation a contacté plusieurs têtes pensantes à travers le monde. Et ils ont contacté mon superviseur de doctorat, Pierre Trudel, une légende, le maître Yoda, là, pour ceux qui sont des fans de la guerre des étoiles / Star Wars, littéralement le Yoda de l'univers du coaching à travers le monde. Ceci étant dit, ça l'a mené à 2 projets. Le projet CDE et le projet Fédération. Et c'est important que vous soyez conscient de ça parce que ça amène au travail que vous avez ou que Nico vous a présenté, mais 2, chacun et chacune d'entre vous, vous avez accès à une ressource pour vous aider dans votre coaching gratuitement à travers les CREM, les centres régionaux d'entraînement multisport, comme le Conseil du sport de Montréal, comme le CDESL, comme Excellence sportive Outaouais, qui sont des CDE dans le projet CDE. On va rentrer en plus ou moins de détails là-dedans, mais tout ça pour dire qu'ils ont décidé de soutenir les entraîneurs comme ils soutenaient les athlètes, ou encore mieux, parce que trop laissés à eux-mêmes, puis ils voulaient prendre plus de leadership là-dedans, puis offrir plus de choses. Et donc, le premier projet, c'est quoi? C'est le projet CDE. C'est un projet qui a commencé en décembre 2020, première année pandémique. On va référer à notre vie comme ça jusqu'à la fin de nos temps à partir de maintenant. Et c'est quoi? C'est justement ce que je viens de vous dire. Maintenant, dans chacun des CREM et même dans les régions hors CREM, quand je parle de CREM, centres régionaux d'entraînement multisport, donc Excellence sportive Sherbrooke, Excellence sportive Québec-Lévis, le CREAM dans la coin de la Mauricie, Excellence sportive Montérégie, là, toutes les excellences sportives que vous connaissez. Dans chacune de ces institutions-là, ces organisations-là, si vous avez un athlète identifié, peu importe le niveau, là, élite, espoir, relève, excellence, là, je ne suis pas excellent dans ces domaines-là, vous avez accès à un CDE. C'est quoi? Un CDE, c'est en anglais, on dirait un coach developer, donc un conseiller au développement des entraîneurs et de l'environnement. Donc, vous avez besoin d'une communauté de pratique. Vous voulez quelqu'un qui vienne travailler avec votre coaching staff, vous voulez quelqu'un qui vienne vous observer durant votre coaching puis vous poser des questions. Mais il y a 14 personnes à travers la province qui jouent ce rôle-là. Et ça, vous avez accès, vous n'avez pas à réfrayer, c'est littéralement le gouvernement qui paie la facture parce qu'ils veulent soutenir les coachs. Ça, c'est mental. Okay? Comme on dirait dans le coin de Gatineau, c'est superbe, c'est génial. Comme on dirait dans le reste, peut-être plus de la province. Premier projet. Deuxième projet, c'est le projet Fédération. Le projet Fédération, c'est quoi? C'est ce que Nico vous a présenté. C'est de revoir, de revamper, de retravailler le développement des entraîneurs pour que ce soit, oui, le PNCE, mais plus que ça. Des forums aquatiques, des accompagnements 4 étoiles pour vous soutenir puis vous offrir des choses qui sont plus proches de votre réalité pour vous pousser à être meilleur dans votre travail. Puis quand là, vous avez besoin d'aide pour un enjeu comme la performance et le bien-être, parce qu'il faut en faire des kilomètres, mais moi, ça ne me tente pas de pousser mes athlètes puis leur crier après, parce que ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais là, je veux trouver un moyen de les motiver, mais aussi de comme leur dire qu'il faut être intense puis il faut se donner. Puis dans la vie, quand tu as mal, des fois, il faut que tu continues à pousser. Mais comme il y a comme un entre-deux, mais c'est pas évident de négocier ça. Là. Puis je le sais, là, mes coachs m'en parlent. Mais qui vous pouvez contacter pour avoir de l'aide avec ça? C'est 1, les CDE, mais 2, ils ont donné de l'appui justement aux fédérations, donc Nico, pour revoir tout ça. Puis c'est ce que Nico vous présentait il y a quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis tout le crédit revient, 1, à l'audace du ministère de sonder les entraîneurs, 2, de vouloir expérimenter, de faire les choses différemment de ce qui s'est fait, et d'impliquer l'INS, les CREM et les fédérations là-dedans. Et pourquoi je vous en parle aussi, c'est que vous êtes chanceux et chanceuse, parce que la Fédération de natation est une des 6 fédérations parmi les 67 provinciales qui a décidé d'embarquer là-dedans. Il y en a qui n'ont juste pas décidé d'embarquer. C'est correct, parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper des coachs. Littéralement, des réponses qu'on a eues. Là. Comme, ah non, on n'a pas le temps. Pas le temps, on a des compétitions à gérer. C'est des réponses qu'on a eues. C'est clairement pas la réponse qu'on a eue de Nico. Je pense qu'on connaît Nico, puis on sait qu'il aime les entraîneurs. Il met même des petits cercles, des petits cœurs au tableau, puis ça. Des histoires d'amour que je ne suis pas au courant, là, mais ça, en tout cas, ça va être pour tantôt. Mais bref, vous me suivez, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est une des 6. Cette année, il va y avoir 14 fédérations qui vont faire partie du projet, donc 6 plus 8, etc.
Et pourquoi ça, c'est pertinent? C'est parce que le but de tout ça, c'est d'offrir un soutien de qualité aux entraîneurs et leur environnement. Et donc, ce qu'on veut, ce qu'on cherche à faire, ou ce que du moins, puis quand je dis on, là, c'est MEQ, le ministère, l'INS, les crèmes, puis les fédérations qui collaborent avec nous. C'est tout ce monde-là. Avoir plus d'innovation, plus de collaboration pour quelque chose qui est transformationnel. C'est fini, là, OK, je vais passer une fin de semaine, je vais avoir mon papier PNC et je m'en viens. On veut quelque chose là, qui est plus que ça. Pas juste une transaction, puis on veut quelque chose qui est plus collaboratif parce que la beauté de notre job, puis là, je reviens à mes années de coach, c'est qu'on travaille avec des humains. On ne travaille pas avec des téléphones, des stylos, des affaires plates. On travaille avec du monde. Mais si on est pour travailler avec du monde, ce serait cool quand on se forme, bien, on se forme avec du monde. C'est ça qu'on fait au quotidien, parler à des athlètes, parler à d'autres coachs. Et donc, le lien avec ça, c'est que ça, là, c'est un beau dessin. Oui, c'est moi qui l'ai dessiné. Je vous laisse juger autant que vous voulez. Vous pouvez me critiquer autant que vous voulez sur la beauté de mon dessin par une nuit d'orage, par une soirée d'orage électrique. Tu sais, là, c'était quoi, au mois de novembre passé ou au printemps? Je ne me rappelle plus trop quand. Tu sais, il n'y a pas longtemps, là, il y a eu comme des méga orages, là, puis il y a plein d'arbres qui ont tombé à travers la province. J'avais plus d'électricité chez nous. C'était le chaos total. J'ai fait, j'ai sorti mon iPad, m'a commencé à travailler sur le développement des coachs par un beau samedi soir. Et ce qui est ressorti là-dedans, puis ce que j'essaie de représenter un peu dans la direction dans laquelle on s'en va, il y a deux choses importantes dans la direction où est-ce qu'on s'en va pour le développement des entraîneurs. Il y a deux façons qu'on va le juger. Est-ce qu'on essaye d'innover, puis est-ce qu'on essaye de collaborer? Est-ce qu'on le fait en innovant ou en collaborant? Puis pourquoi on s'en va dans cette direction-là? Je parlais de pré-académique tout à l'heure. La science, elle nous dit que c'est là qu'il faut aller. Si on continue avec des cours magistrales, c'est pas comme ça qu'on va avoir les meilleurs coachs de natation au monde. Je parle bien entendu du Québec. Mais de l'autre côté, c'est que les meilleurs pays dans le monde au niveau de la formation des entraîneurs, c'est la Nouvelle-Zélande puis la Finlande. Mais c'est dans la direction-là qu'eux sont déjà en train de faire. Puis ce qui est ironique, c'est que tous les travaux scientifiques qui sous-tendent cette approche-là, qui disent que cette approche-là vaut la peine, c'est deux chercheurs, une chercheure et un chercheur de l'Université d'Ottawa, qui ont fait ça en 2006. Finlande, Nouvelle-Zélande sont déjà rendus probablement 6-7 ans d'avance. Nous, la bonne nouvelle, c'est que le Québec est la première province canadienne à prendre le lead là-dedans et à le mettre en branle. Fait que ça, c'est très nice, mais on a quand même du temps à rattraper. Ça a commencé en décembre 2020. Et en bout de ligne, ce qu'on veut faire, c'est qu'on passe de, quand on était à l'année 1 du projet, donc 2020/2021, c'est les années fiscales des fédérations, la plupart, c'est tout le temps avril à mars, donc on parle de ces années-là, donc les années civiles/fiscales. Okay? L'année 1, quand on est arrivé dans le milieu, ce qu'il y a beaucoup, puis vous le savez très bien, beaucoup de formations magistrales, conférences, puis des choses comme ça. À travers les années, on a commencé le projet CDE, à implanter des acteurs dans 8 régions, donc les 8 régions avec CREM, comme Excellence sportive Québec-Lévis, Conseil du sport de Montréal, Sport Laval, etc. Et puis là, on a commencé tranquillement, pas vite, à faire des choses un peu plus innovantes. Genre de choses où est-ce que, exemple avec le Conseil du sport de Montréal, chose qu'ils ont fait, c'est une soutenance de thèse pour entraîneurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu es un coach, tu vas améliorer la façon dont tu gères ta charge de travail. Le CDE, il te pogne par la main, il travaille avec toi, il dit OK, tu vas faire une petite présentation de 15 minutes pour expliquer comment tu gères la charge de travail durant une saison. Puis en plus de ça, on va faire un peu comme on fait pour les maîtrises puis les docs. On va amener quelqu'un qui est en physiologie, peut-être Myriam Paquette. On va amener un autre entraîneur de natation qui a de l'expérience, puis peut-être un autre entraîneur d'un sport à haut volume comme l'athlétisme. Là, tu vas leur présenter ce que tu fais pendant 15 minutes et eux, ils vont donner du feedback positif et négatif. Stressant, mais combien nice pour améliorer ton coaching. C'est ça qu'on parle de dire faire des choses un peu plus innovantes. Genre de choses qui ont commencé à se faire en 2021-2022. Aux frais de qui? Aux frais des crèmes, qui est / aux frais du gouvernement. Ce n'est pas le coach qui a payé pour ça. Fait que ça, je vous invite, c'est un exemple parmi plein de choses, comme les communautés de pratique, comme d'autres choses qui se font. Ensuite de ça, on continue à progresser vers l'année 3. Où est-ce que l'année 3, pourquoi je dis qu'on continue à progresser? C'est qu'on a davantage de collaboration, parce que là, on a seulement du travail au niveau des crèmes, mais dans les fédés, on veut amener tout ce monde-là à travailler ensemble. Puis la belle nouvelle là-dedans, c'est qu'on s'en va vers quelque chose de plus transformationnel que transactionnel pour la formation des entraîneurs. Mais comme je vous ai dit, le Québec est la première province à embarquer là-dedans. Et de là, mon segue avec le fait que je viens de Saint-Georges-de-Beauce, puis mes allégeances, puis bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais le point est que moi, ça me rend fier, personnellement, parce qu'on a eu le courage de faire les choses différemment, puis de ne pas juste répéter ça, puis de faire plus de modules, puis plus de formations magistrales. Et là, on arrive un peu plus à quelque chose qui me tient à cœur,
Puis là, peut-être que ça va être trop intense pour vous, mais pour moi, c'est important. Puis c'est par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment important qu'on soit plus innovant puis collaborateur dans la formation des entraîneurs. Parce que je suis tanné qu'on parle du sport pour les mauvaises raisons. Honnêtement, je suis tanné. Comme on parle tout le temps du sport, on entend des scandales à gauche et à droite. « Ah, le sport, c'est pas nécessairement bon. » Il y a de mes amis, tu sais, ma plus vieille fille, elle a 4 ans. Ma deuxième, elle a 2 ans. Troisième en route. Là, on parle, tu sais, j'inscrirai pas mes enfants à la natation, j'inscrirai pas mes enfants au sport parce que c'est bien trop intense, puis c'est pas sain, puis blablabla. Je suis comme, t'as un peu, là. C'est pas à cause qu'on entend parler de 46 000 affaires dans les médias qui sont négatifs que tout ce qui se fait dans le sport est négatif. Puis ça me gosse royalement. Parce que quand je me suis inscrit à l'époque au football, karaté, baseball, football, mes sports dans le temps, qu'est-ce qu'on entendait sur le sport? Là, j'ai juste 33 ans, là, fait que je ne suis pas si vieux que ça, mais bref, vous me comprenez. Où est-ce qu'on entendait, OK, fais du sport, ça va t'aider à rester actif. Tu ne seras pas en train de faire des mauvais coups. Tu vas t'accrocher à l'école. Mais en ce moment, on n'entend pas parler de ça. Puis moi, ça me fait chier. Littéralement. Comme, c'est vraiment frustrant qu'on n'entende pas parler de ça. Puis la seule façon qu'on va pouvoir sortir de ça, c'est si on décide ensemble, comme entraîneur, comme conseiller aux entraîneurs, comme responsable des fédés, qu'on va faire les choses différemment, qu'on va collaborer, puis on va innover. Puis quand je dis de faire les choses différemment, c'est justement le volet innovation. Puis collaborer, arrêtez d'essayer de tirer notre couverte chacun de notre bord, soit entre fédés, soit entre clubs, soit entre coachs. Parce que c'est tellement important pour qu'on change de discours sur le sport. Il y a des parents qui ne veulent plus inscrire leurs enfants au sport parce que le sport, c'est pas bon. Le sport, c'est pas bon quand c'est pas une bonne personne qui fait bien les choses, qui le roule. Moi, ma vie, elle serait complètement différente. Je serais vraiment un technicien en informatique. Rien qu'on est technicien en informatique. Je ne serais clairement pas parti à Ottawa. Je n'avais pas la confiance en moi pour partir à Ottawa et parler en avant du monde quand j'avais 15 ans. Mais ça, pour moi, c'est important parce qu'il faut changer le discours sur le monde du sport pour que, justement, on se rende à un point où est-ce que l'expérience, elle est positive et en plus de ça, c'est propice au développement de la performance puis où est-ce qu'on va avoir des petites filles, comme les miennes plus tard, et des petits garçons, bien entendu, qui vont sourire. Puis ça, pour moi, c'est crucial, puis ça commence par les entraîneurs. Depuis 2014, c'est toujours la chose en tête. Je dis tout le temps « because it starts with the coaches ». Excusez-moi, j'étais à Ottawa, Gatineau, chez Franglais, mais c'est vrai. Puis ça, c'est nous ensemble. Puis on a un choix. On peut décider de faire les choses pareilles comme avant, puis décider que, OK, on reste dans nos pantoufles. Mais on peut aussi choisir qu'on embarque dans les différentes choses que Nico a présentées, qu'on collabore davantage entre entraîneurs, entre régions. Puis, OK, parfait, on va partager nos trucs. Je vais partager mes trucs avec toi, puis toi, tu vas me repartager tes trucs, puis ensemble, on va devenir meilleurs. Puis si on fait ça, je pense réellement qu'on va entendre parler finalement du sport pour les bonnes raisons qui ont fait que probablement vous tous vous êtes inscrits à l'époque, puis que moi-même, je me suis inscrit. Fait que, bref, ça, c'était mon éditorial qui est très important, puis pourquoi ça me rend fier d'être coach, d'être parmi... de travailler à l'intérieur du système de développement des entraîneurs qu'on est en train d'essayer de concevoir. Si ça vous rejoint, ça vous rejoint. Si ça ne vous rejoint pas, ça ne vous rejoint pas. Puis sinon, c'était mon dernier mot, puis ça va être le temps de la bière. Merci tout le monde. Oui? Ben oui, vas-y. Hey gang, j'aimerais ça vraiment dire un super merci à Coach Frank. C'était très, très intéressant. Puis, Coach Frank, moi, j'ai eu l'occasion d'écouter ses podcasts. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 82 podcasts en ligne. Puis, ils sont vraiment fantastiques. C'est comme des bonbons mentaux pour les entraîneurs. Ça parle de plein de sujets qui peuvent vous intéresser. Fait que si vous avez du temps pendant que vous faites de la cuisine, faites du ménage, quelque chose, écoutez ça, les podcasts de Coach Frank en ligne. Donc, un gros merci, Frank, pour ta présentation aujourd'hui. J'espère que ça a motivé tous les coachs parce que ça va nous aider à évoluer ensemble, comme tu dis si bien. Merci. Merci Nadine, merci François. Tu voulais que je plug ton podcast. C'est pas moi qui l'ai fait. Fait que finalement, je vais faire la joke que je voulais faire. Venez d'entendre son éditorial. Il veut être sûr de vous prouver qu'il a raison. Fait qu'il commandite la première bière que vous allez boire dans quelques minutes. Donc, vous pourrez le remercier pour ça. Joke à part. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu, il y a beaucoup de passion aujourd'hui. On avait beaucoup de choses à vous présenter. Ça faisait 3 ans qu'on ne vous avait pas parlé tous ensemble. La dernière année a été très exigeante en jus de cerveau pour arriver à ces résultats-là, mais aussi pour réussir à repartir tout le réseau de compétition, autant de votre côté que de notre côté. Donc, on va prendre quelques minutes pour relaxer, échanger, prendre une bière, refaire le monde peut-être. Vous avez la chance. Marc-André se joint à nous. Il aurait voulu être là plus tôt pour prendre la parole,
Merci Marc-André d'être là. Marc-André fait partie du projet que je vous ai présenté tantôt là, avec Better Sport. Vous avez deux des personnages principaux là, du projet de recherche qu'on fait. Merci. As-tu questions, commentaires, interventions? Sinon, tranquillement, on va se diriger vers... Ah,